Nous tenons à vous remercier par cette intervention de très grande qualité. Vous nous permettez une merveilleuse transition avec la table ronde qui nous amène maintenant, puisque dans ces défis du 3e millénaire et cette question sur l'entreprise réinventée, vous avez dit des mots très forts et qui sont des mots clés pour nous, coachs, et pour les DRH également, qui sont les mots de la confiance, de l'engagement et de la nécessité d'instaurer de l'intelligence collective de la direction jusqu'aux salariés. Et donc nous allons creuser ces questions avec nos invités. Donc nous avons le plaisir, Robert et moi, d'accueillir. Alors, je vais commencer par ces dames. Donc nous avons Claudine Catino, Florence Guémy, Nathalie Andiani, et Laurent Gontier. Excusez-moi. Donc avec l'évolution du métier de journaliste dû en partie à l'impact du numérique sur ce métier de journaliste, vous avez été amené à transformer les organisations de Bayard et à mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement pour libérer l'intelligence collective. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de cette mise en œuvre de l'intelligence collective ? L'évolution des métiers, elle passe par plusieurs aspects. Elle passe. Alors, l'intelligence collective, moi, je laisse aux syndicats quand même leur rôle dans l'intelligence collective. Quand les patrons sont assez mûrs pour cela, parce que vous l'avez présenté, les syndicats comme une mesure défensive de protection des salariés. Quand les syndicats sont représentants du personnel et qu'ils portent leur métier avec une vision sociale de leur responsabilité de co-construction d'un développement, ça peut marcher. Et donc, je dirais qu'un exemple d'évolution positive par le dialogue social, ça a été la signature d'un accord plurimédia avec les journalistes de Bayard, pour que les journalistes puissent écrire à la fois sur le papier et sur le web, ce qui n'était pas acquis, et ce que nos consoeurs de la presse n'ont pas tout de suite formulé, en préférant séparer les métiers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un bel acquis qui aujourd'hui nous est très utile. Autre élément de transformation très fort pour nous, il nous semble que, en effet, la transformation passe par l'encadrement, qu'il faut changer la vision de l'encadrement. Donc nous avons fait des tables rondes avec l'encadrement pour mettre en place ce que nous avons appelé un contrat de responsabilité managériale. Nous avions préparé avec le comité exécutif évidemment les grandes tensions qui nous paraissaient prioritaires, mais nous avons relu, complété, enrichi, modifié avec l'encadrement via ces petites tables rondes, ce contrat de responsabilité qui aujourd'hui est une base et une fondation pour notre manière d'associer les collaborateurs, les rendre acteurs, qui nous portent, qui portent notre dispositif de formation et avec toutes les conséquences en termes d'évaluation de ce management qui est assez inédit, qui n'est pas forcément bien reçu partout. Parce qu'encore une fois, le management, un bon management, c'est aussi le souci d'une performance sociale, et ce souci-là n'est pas largement partagé. Donc il y a des gros travaux pédagogiques pour montrer que la performance sociale peut être aussi au service du développement économique. C'est vrai que la notion de rapport au temps en matière de transformation est quelque chose de très important. Moi, en tant que RH, et pour avoir vécu avant des situations opérationnelles également, j'ai senti une pression très très forte sur la rapidité à mener cette transformation, sur certains sujets très précis. On devait faire évoluer un métier qui était les documentalistes de presse, par exemple. La direction générale m'avait dit « en un mois, c'est réglé ». Il y a 3 ans plus tôt, ils avaient essayé de le régler par un PSE, ils avaient échoué à même gagner un poste et aller au bout de leur ambition. On a mis 9 mois pour faire évoluer cette profession, lui donner, refonder son métier, la réinsérer dans les équipes de rédaction. On a mis 9 mois, mais on a pris le temps de l'écoute, du partage et je dirais d'une proposition qui aujourd'hui fait sens pour les personnes et pour l'entreprise. Donc c'est vrai que le rapport au temps social, j'émets peut-être en tout cas, non pas des réserves sur l'urgence, mais en tout cas le fait qu'on ne peut pas aller plus vite en matière sociale que ce que nous permet la relation avec l'autre et la manière dont l'autre peut métaboliser, je dirais, des évolutions qui le concernent et auxquelles il va adhérer finalement. Votre regard de spécialiste et d'avocate sur ces transformations d'entreprise et sur l'accompagnement que vous proposez, comment vous pourriez peut-être nous donner un exemple concret de votre façon d'intervenir ?
les juristes et les avocats en général ont une mauvaise réputation. Ce sont les empêcheurs de tourner en rond. Et comme vous l'avez dit, souvent on dit que le droit du travail empêche la transformation. C'est vrai qu'on a un code du travail qui est quand même complexe, certes, mais en même temps, il y a des possibilités. Et donc, mon rôle, c'est de travailler, bien sûr, avec les acteurs que nous avons en face de nous. Donc, quand on a des entreprises avec des organisations syndicales, c'est de travailler, comme Florence l'a dit, en co-construction avec elles, en confiance, en écoute. Parce que souvent, elles ont des suggestions comment dire, pragmatiques et très efficaces, parce qu'elles connaissent le terrain. Et puis aussi de travailler avec les autres acteurs, c'est-à-dire aussi avec les salariés, et les managers, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde en transformation, comme vous l'avez dit, quand on va supprimer les niveaux hiérarchiques, effectivement, il faut les associer à cette transformation, sinon ils risquent d'être un des freins. Donc en gros, c'est d'utiliser les outils que nous avons à notre disposition, qui est le droit aujourd'hui tel qu'il est, parce que la révolution juridique, bon, on peut espérer le grand soir, mais je ne crois pas que ça sera pour demain, le courage politique, bon... C'est pas toujours évident. Donc, c'est d'aider les entreprises en disant vous avez des moyens et d'être un peu un créateur de normes en co-construction avec eux. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer les entreprises. Alors, justement, vous parlez de suppression des niveaux hiérarchiques. Et Laurent Gontier, par rapport à cette perspective, justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour justement créer des espaces nouveaux ou des espaces d'expression des collaborateurs, justement, de leur point de vue, de leur intelligence, de leur responsabilité dans une nouvelle organisation. Moi j'aime bien la notion qui a été abordée par Florence, c'est-à-dire cette temporalité qui est différente entre aujourd'hui le rythme de l'entreprise, l'exigence de l'entreprise et puis cette fonction RH. Je trouve qu'en effet, ce qui peut caractériser les entreprises, les grosses comme les petites, et la Poste en faisait partie, c'est une contraction de leur temps de réaction. Et je crois que ça, c'est très nouveau pour l'entreprise. C'est-à-dire que le temps, entre guillemets, financier de l'entreprise, a mis l'entreprise, et c'est au-delà du financier, c'est le marché, a mis l'entreprise dans une nécessité de réagir rapidement parce que aujourd'hui on a des offres, une rotation des offres qui est extrêmement rapide, un time to market, comme diraient nos amis du marketing, qui est extrêmement rapide. Là où on avait des produits, je me rappelle au courrier, qui étaient des produits qui étaient sur 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, on a besoin, avec le numérique, d'avoir des offres qui tournent très vite. Donc on a une contraction du temps marketing. On a une accélération, ce qui a été dit tout à l'heure par M. Maire, une accélération phénoménale des technologies qui impactent l'organisation. On a un directeur financier qui souvent vient interpeller ses collègues du comité de direction et entre autres le DRH sur la capacité d'avoir une organisation qui soit au nominal le plus rapidement possible. Donc ce temps d'apprentissage qu'on pouvait avoir dans un certain nombre d'entreprises, d'apprentissage organisationnel où on avait le temps d'apprendre et de monter en puissance la rentabilité entre guillemets de l'organisation, aujourd'hui c'est un temps qui commence à se réduire énormément. Donc on a le temps de l'entreprise, le temps du directeur financier qui est un temps qui est relativement court et qui crée une pression, et puis on a un temps RH qui est un temps long. Et je trouve qu'aujourd'hui, une des difficultés qu'on a dans l'entreprise, c'est cette double temporalité qu'il faut non pas combattre, accepter, et il faut réagir par rapport à cette double temporalité. Et en effet, et c'est les idées que j'ai présentées très rapidement ce matin au niveau de Condorcet, l'idée de se dire en fait, comment on pourrait créer des espaces qui sont des espaces d'expérimentation, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les bacs à sable, c'est-à-dire des lieux où on va laisser de l'autonomie, laisser se confronter des idées, du débat, d'accord, de la créativité, de l'innovation. Et je pense que c'est de ces espaces-là que naîtront les innovations et seront produits les améliorations continues dont a besoin l'entreprise. Mais ça emporte, me semble-t-il, pour les entreprises de se réinterroger sur leur structure d'organisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, une entreprise, alors peut-être
à l'exception des toutes petites ou de la PME de ce matin, et c'est là où c'était intéressant, on a des structures d'entreprise où on a une couche qui pense la stratégie, une couche juste en dessous qui l'organise et qui l'opère, et on trouve là toutes les technostructures de l'entreprise. C'est-à-dire, nous, DRH, nos directeurs financiers, la direction de marketing, elles sont dans cette technostructure-là, et puis il y a une couche qui l'exécute, cette stratégie. Et ça, je pense que ce n'est plus pertinent. On est au bout du système. Ce système pyramidal, je pense, sa stratégie, je l'organise et je l'exécute, c'est un système qui ne fonctionne plus. Parce qu'il n'est plus adapté aux besoins de réactivité, d'agilité, de plasticité des organisations. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est comment je crée des moves dans la corde managériale pour pouvoir laisser des espaces de débat, de respiration, d'innovation, de créativité. Et ça emporte, me semble-t-il... Alors, juste un point, je pense que c'est d'autant plus important, sans faire une focale importante sur les nouvelles générations, mais aujourd'hui, nous tous, alors certains n'appartiennent plus à la génération Y, lorsqu'on est client, on intervient dans la chaîne marketing de notre fournisseur. On donne notre avis, on participe à la conception, on teste les produits. Aujourd'hui, nous, clients, on est les bêta-testeurs des logiciels et autres applications. Ça fait partie, et on en demande en plus. L'entreprise nous a allègrement sous-traité, en tant que client, que consommateur, une partie de son activité. C'est-à-dire que la SNCF, elle n'émet plus des billets. Elle nous dit, si vous voulez avoir un billet, il faudrait quand même que vous ayez une imprimante chez vous, quand même, ça serait plus sympa, ou alors un smartphone. Voilà. Donc on a pris en charge une partie de cette activité. Et lorsque le client, il met son costume de collaborateur, il rentre dans l'entreprise, on lui dit enfin, non, toi, ta place, elle est déterminée par ta fiche de poste. Au-delà de la fiche de poste, point de salut. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, qu'il faut réinterroger. C'est sortir de ces schémas-là. Sortir de ces schémas et, comme vous dites, autoriser plus d'intelligence collective, de partage des points de vue. Florence, vous avez un exemple avec la refonte du métier de journaliste et donc l'arrivée du numérique qui remet en question profondément ce métier. Vous avez cette expérience concrète que vous pourriez nous décrire ? Disons qu'au sein de l'entreprise, effectivement, les journalistes représentent 45% du corps social, les autres métiers existant aussi, et étant aussi sensibles à cette transformation. Donc je crois qu'il faut vraiment se dire que c'est l'ensemble du corps social qui doit bouger, pas que les journalistes, d'autant que l'évolution des métiers, elle concerne à la fois les métiers eux-mêmes et leurs missions, mais aussi la manière de fonctionner les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'avant, on fonctionnait par silos. Aujourd'hui, les métiers sont interdépendants et un journaliste pertinent peut avoir envie de savoir comment sa page Facebook est suivie et combien il y a de gens qui l'accompagnent, quelle est son audience sur tel article qu'il a écrit, etc. Certains s'y refusent encore à l'aune de leur étiquette de journaliste, en position d'émetteur et qui n'ont pas à laisser intervenir le public dans l'évaluation de leurs propositions. Notre enjeu donc c'est vraiment de changer les mentalités, de faire en sorte que les métiers coexistent, travaillent ensemble, d'insérer la technologie, qui était un métier qui était assez honni dans une entreprise très littéraire. Donc comment insérer la technologie dans les postes de travail de ces personnes très littéraires qui il y a 20 ans déjà ne comprenaient pas que les ordinateurs puissent investir le champ du bureau et du travail. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut arriver à banaliser, il faut arriver à les faire sortir finalement de convictions très anciennes. On est face à une entreprise qui a une moyenne d'âge de 49 ans, 50 ans pour les journalistes, 15 ans de moyenne d'ancienneté, donc il faut bouger. Et alors, donc en exemple pour faire bouger, donc pour le métier de journaliste, mais aussi pour les autres, c'est ce qu'on a mis en place, c'est par exemple ce qu'on appelait l'entreprise apprenante. Donc à défaut d'avoir des catalogues de formation ajustés par rapport à nos besoins, parce qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas, on a besoin de réinventer la formation et l'ingénierie pédagogique, on invente nous-mêmes les formations qui nous sont utiles et c'est des salariés experts qui enseignent aux autres. On s'attache, nous, DRH, de favoriser ces rencontres, de reconnaître les personnes qui transmettent, d'accompagner celles qui reçoivent, d'en faire des modules de formation, de le valoriser sur l'intranet, de faire des affiches pour montrer les têtes, les visages de ceux qui interviennent. Et tout ça
crée vraiment, je dirais, en effet une intelligence collective, du désilotage, des rencontres inespérées, des réinventions collectives. Et aujourd'hui, vraiment se multiplie. On n'a plus de déjeuner libre dans l'entreprise. Les salles de réunion, on est une petite entreprise, on a 2 grandes salles de réunion. Tous les midis, elles sont prises par qui l'atelier sur tel logiciel, quel autre, c'est la transmission du référencement naturel entre marketing et éditorial. Le 3e, c'est la sensibilisation de tout le corps social au numérique, etc., etc. Et pour nous, enfin pour moi, c'est à ce jour une des plus grandes fiertés, c'est ça, c'est d'avoir permis cette énergie collective de se déployer en fierté des uns à donner. Et le fait que ceux qui reçoivent soient aussi conscients qu'ils développent leur savoir et leur employabilité. En tout cas, dans les expériences que j'ai pu avoir de transformation d'entreprise, clairement, il faut une volonté de la direction générale qui impulse aussi, qui est, en tout cas, si elle n'impulse pas, elle est dans le mouvement de pouvoir changer les modèles et avoir de la créativité pour que chaque collaborateur puisse être intégré à des évolutions et à des transformations. Sinon, on a des blocages aussi. Hein, clairement, au-delà des résistances, on peut aussi avoir des blocages. Vous nous disiez également la différence des résistances. Vous notiez une résistance cachée plutôt dans le haut de la hiérarchie et une résistance qui est plus exprimée, au niveau des salariés. Et votre rôle, en fait, là, était justement d'accompagner les résistances et de permettre la transformation de se faire. Exactement. En fait, j'interviens au moment des résistances pour les faire évoluer. Et nous en parlions. En fait, le coach a toute sa place dans cette transformation. Pourquoi ? Parce que au-delà du corps, de l'intelligence collective, il y a des individus. Et parfois, les individus ont peur. Ils ne sont pas seulement réfractaires pour être réfractaires, ils ont aussi peur. Et quelque part, le coach peut être un agent de transformation aussi au niveau des individus, clairement. Raison de dire qu'ils ont peur qu'on les change, alors que si eux sont convaincus qu'il faut changer, alors ils changent. Mais si c'est on les change, on est encore dans la hiérarchie. Et au passage, je me permets de nous rappeler qu'en France, cette hiérarchie dans les entreprises, héritée culturellement de la hiérarchie française, est un handicap dans le monde d'aujourd'hui. Et donc on a encore plus d'efforts à faire qu'ailleurs, culturellement, pour que la personne ait elle aussi la voix au chapitre. Sans en arriver jusqu'à la révolution, je crois effectivement, Valérie Anziani, qu'il y a des solutions qui s'offrent à nous dans notre pays et avec le droit qu'on a. Effectivement, la révolution, peut-être que ça serait bien, mais c'est pas pour demain, je pense pas. Donc en gros, la transformation, en fait, tout le monde en parle aujourd'hui. Est-ce que c'est une crise ? Est-ce que c'est une transformation, voire une mutation ? On a entendu ce matin. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entendais ce concept. On est dans une vraie transformation du monde du travail. Et en fait, aujourd'hui, le salarié, il est complètement prisonnier, soit du niveau hiérarchique supérieur, ce qui fait qu'il n'y a pas de transmission entre le bas et le haut, ou entre guillemets les besoins du salarié et du client, hein, puisque le salarié connaît bien le client en général. Et les règles juridiques. J'avais fait un petit schéma, je ne sais pas si on peut le diffuser, mais qui montre à quel point le salarié, il est enferré dans toutes les règles. C'est-à-dire que même s'il voulait bouger, il ne bougerait pas. Et aujourd'hui, dans ce monde soit pyramidal, soit très enferré, la seule façon, c'est de créer un cadre juridique souple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec le code du travail qu'on a en France. Voilà. J'aime bien mettre ce tableau parce qu'il est assez significatif. Vous avez le salarié au milieu qui est enferré entre les processus RH, industriels, commerciaux, voire les usages que l'entreprise se crée. Au-dessus de lui, il y a les conventions et les accords collectifs que l'entreprise a négociés avec ses partenaires sociaux. Au-dessus encore, vous avez les lois, les règlements français. Et au-dessus, vous avez tout ce qui est européen et international. Et au milieu, le salarié, on lui dit tu vas faire ça. Il dit non, je peux pas parce que soit j'ai pas ma fiche de poste qui me le permet, soit mon processus ne me permet pas de travailler avec le marketing ou le commercial parce que moi je suis un industriel, un productif. Soit il y a l'accord collectif sur le temps de travail qui lui permet pas de déroger. Enfin voilà, il a tout un carcan de règles qui ne peut pas bouger. Donc en gros, l'idée c'est de passer à un cadre plus simple qui serait le premier cadre, qui serait juste les basiques du droit auquel on ne pourrait pas déroger,
et de permettre ainsi une transformation où le salarié aurait plus d'initiative et d'autonomie. Mais pour le coup, les entreprises et les patrons, on sait déjà qu'ils sont frileux, parce qu'on parle beaucoup de cette transformation, ne serait-ce que la transformation numérique, mais en même temps, ils ont peur du changement. Donc la seule façon que nous, on a trouvée, c'est de mettre en place des expérimentations. Et par exemple, à La Poste, qui est une entreprise très pyramidale et très processée, hein, c'est-à-dire que des règles, il y en a tellement qu'on ne sait même plus où elles sont. C'est les syndicats qui sont là depuis, qui eux se transmettent les règles, les ont. Mais il y a tellement de règles qu'on n'arrive pas à bouger. Et il y a eu une expérience formidable, c'est la dernière sur laquelle j'ai travaillé, qui était Factéo. Factéo, c'était quoi? C'était des facteurs. En fait, ce sont des gars de la direction industrielle et de la direction des systèmes d'information qui ont travaillé ensemble et dit, nous, si on vous donnait quelque chose, un outil, qu'est-ce que vous en feriez? Et ils ont dit, tiens, nous, on opterait déjà pour le téléphone, parce que c'est plus léger qu'une tablette. Ça serait plutôt ce téléphone. Et puis, on aimerait bien avoir telle fonctionnalité. Et c'est parti de 100 facteurs. C'est le seul projet qui n'est pas parti de la base, enfin du top, mais qui est parti de la base. Et de 100 facteurs, ils ont dit, mais c'est vachement bien, dis donc. On pourrait faire ci, on pourrait faire mi, et de 100, c'est passé à 1000, à 10 000, et puis c'est généralisé. Mais surtout, c'est ce que dit Florence, il y a ceux qui vont être pour, et qui ont une appétence facile avec les nouvelles technologies, puis ceux qui vont avoir des difficultés au changement. Et c'est là où l'accompagnement est important, surtout dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que là, ce matin, on a eu une expérience d'une entreprise de 114 personnes. C'est bien 114, parce qu'il y a une interaction directe entre le patron et les salariés. Et de supprimer le niveau hiérarchique, c'est facile, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est facile, je ne minimise pas du tout ce qu'a fait Emmanuel Druon, c'était formidable. Hein. Mais quand c'est des grandes entreprises, c'est très compliqué, la transformation. Parce que là, il a dit, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, il a supprimé 32 postes. C'est déjà beaucoup, 32 postes. Imaginez dans les grandes entreprises, vous enlevez le niveau intermédiaire, hiérarchique intermédiaire, il y a d'autres plans de restructuration, hein, d'autres PSE, ce qu'on appelle des plans de sauvegarde de l'emploi, qui vont être mis en place. Et c'est difficile à gérer. Donc, en gros, la transformation, c'est pas le grand soir, c'est par expérimentation. Et ce qu'on essaye de faire avec la Fondation Condorcet, c'est justement d'aider les entreprises à se transformer par étapes, la technique des petits pas. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé, alors on y va tous ensemble. C'est-à-dire qu'on se prend la main, soit avec les organisations syndicales, parce que c'est les interlocuteurs privilégiés en France, soit avec les salariés et les managers. Et là, les coachs sont aussi importants dans la conduite du changement, parce que le changement, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose d'instinctif. Et les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, le l'ICF est impliqué auprès de la Fondation exactement. pour mettre en place un dispositif qui permettra aux coachs de contribuer à l'accompagnement de ces transformations. Le changement, il n'est pas inhérent, et surtout, il y a des gens qui se reconnaissent aussi dans les procédures. Et ça leur convient bien de respecter un process, parce que l'initiative, ça leur fait peur. Donc, vous voyez, le changement, oui, mais en même temps, il faut l'accompagner, et différentes postures. C'est-à-dire que ceux qui sont enclins, ils vont y partir très très vite, et il y a ceux qui vont freiner, qui vont dire oulala, et pour lesquels on va même créer du stress et de la souffrance, parce que les laisser dans un cadre hyper large, ça risque de les stresser. Donc vous voyez, la transformation, elle est incontournable, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation d'urgence. Alors nos patrons en parlent, mais ils ont du mal à la mettre en place. Donc petite étape, nous on travaille beaucoup sur la transformation progressive, accompagnée, c'est-à-dire que le juridique est un acteur, il fait partie de la co-construction. Le juridique social, c'est beaucoup de relations avec les partenaires sociaux, hein, mais c'est pas que ça. Le droit n'est pas... Au contraire, c'est un petit maillon technique, c'est un maillon important, mais c'est un petit maillon. Et la conduite du changement et l'accompagnement individuel est fondamental dans cette transformation. Donc si je devais résumer, c'est comment, 1, par expérimentation, 2, avec la co-construction, avec les organisations syndicales, mais pas que, avec les salariés, les managers, et puis l'accompagnement au changement collectif et individuel. Voilà, moi, ce que je préconise, et en partenariat avec... pas qu'avec le juridique, mais avec le conduit du changement et des coachs. Et voilà. D'ailleurs, je vais vous dire une chose pour l'avoir vécu avec Laurent, parce qu'on a vu des grandes entreprises. Souvent, les personnes qui sont innovantes sont presque plus en souffrance dans un monde qui est très processé. Et le problème pour
initier le changement. Encore une fois, c'est pas Monsieur Emmanuel Druon qui arrive à un patron. Il l'a dit, le poisson, enfin le pourri par la tête. C'est de convaincre aussi les dirigeants qu'il faut changer et qu'il faut avoir le courage de soutenir les personnes qui sont innovantes. Donc je dirais presque qu'il y a une relation à établir entre la personne qui est souvent même le petit vilain petit canard entre guillemets, parce que lui, il dit ah bon, mais pourquoi il y a tous ces processus, ne serait-ce que dire pourquoi, c'est un peu comme dans l'armée, hein, discuter c'est déjà désobéir. Quand tout le monde est en ordre de marche et il y en a un qui dit mais pourquoi on ferait pas ça, c'est déjà un peu difficile. Et donc le soutenir et lui apporter, lui expliquer comment son idée un peu différente peut avoir de l'audition, c'est formidable. Et c'est le plus compliqué dans les grandes entreprises processées. Voilà, je suis d'accord.